Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints dans cette belle maison Poincaré qui me tient tant à cœur et que j'ai vu naître. Un grand merci à Jérémy Boutier, le directeur de l'IHP, pour m'avoir invité à cette carte blanche en écho et en résonance avec l'exposition Sous la surface les maths qui est visible à l'espace Laurent Schwartz, exposition que j'avais eu le plaisir d'accompagner dans le comité scientifique de pilotage de l'expo. Et donc on va être plus dans une réflexion, une mise en perspective un petit peu historique de cette histoire. Alors pourquoi s'intéresser à l'histoire finalement? Au sens général, l'histoire des sciences, l'histoire des techniques, ça permet de mettre en perspective les choses, de mieux comprendre souvent le présent et d'explorer un peu l'avenir. Mais au-delà de ça, d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue de partage de connaissances, souvent dans les sciences et dans les technologies, quand on enseigne des choses, on a l'impression que c'est des savoirs immanents qui tombent, et en fait c'est des aventures humaines. Donc en mettant ces choses-là dans une perspective historique, souvent on aide à les comprendre, on aide à les rendre vivantes, et rendre les maths et les sciences vivantes, c'est une des raisons d'être de cette maison-là. On va explorer 3 grands axes finalement, une vulgarisation des concepts de base de la 3D, vraiment le démarrage, le tout début, à travers une démarche historique. Une réflexion en sous-texte sur les politiques publiques de financement de la recherche. Voilà, on va voir qu'à travers ces enjeux-là de l'histoire de la 3D, on parle aussi de ce qu'était le financement de la recherche et de la grande question du retour sur investissement des recherches avancées. Et on parlera aussi de quelques grandes figures et d'un lieu un petit peu séminal. C'est quelque chose que je trouve assez intéressant dans l'histoire des sciences ou des techniques, de se rendre compte qu'il y a des moments où, dans un lieu particulier, il y a une concentration de talents qui vont changer complètement la donne. Donc, comme je vous le disais, dans le temps qui nous est imparti, forcément, on va parler que de quelques éléments du temps des pionniers. On va être focalisé sur le début des années 70, la fin des années 60. Il y aura finalement assez peu de mathématiques. Voilà, pour plusieurs raisons. D'abord, je suis conscient de où je suis et de qui je suis. Je n'aurais pas l'outrecuidance de parler de mathématiques avancées. Mais l'autre chose, et c'était une des raisons qui nous a fait faire cette exposition Sous la surface les maths, c'est de se rendre compte que on peut faire des choses assez impressionnantes, assez belles, sans aller chercher des mathématiques très avancées. Les bases de la 3D, une bonne maîtrise de la trigonométrie, de l'algèbre linéaire, on fait déjà des grandes choses. Alors, je fais une petite digression justement sur cette notion de avancée. Je me rends compte souvent dans le rapport entre computer science et mathématiques, ce qui fait la complexité des choses en informatique, ce n'est pas forcément le fait que les choses soient mathématiquement compliquées à faire. C'est le fait qu'on va les appliquer sur des grandes quantités de données et d'informations. Pendant très longtemps, la multiplication a été quelque chose de très cher et on a essayé de trouver des algorithmes qui essayaient le plus possible d'éviter les multiplications. Donc, avoir conscience que compliqué en informatique, ça ne veut pas forcément dire compliqué en mathématiques. Et on va commencer sur une petite timeline parce que la science et la technique n'est jamais hors contexte. Je pense que tout le monde est conscient que la Deuxième Guerre mondiale a été un accélérateur énorme sur le développement de l'informatique moderne. Voilà, je suis sous le haut patronage d'Alan Turing, donc je vais citer plusieurs fois dans la présentation parce que l'ACM, qui est l'Organisation mondiale de la recherche informatique, a créé un prix qui est l'équivalent de la médaille Fields pour les computer science, qui est le prix Turing, et beaucoup des personnes dont je vais parler sont récipiendaires de ce prix-là. D'autres personnes fondamentales, qui n'est pas représentée ici, qui est von Neumann, c'est vraiment 2 figures tutélaires de cette informatique, et donc dès le début des années 50, on avait une informatique qui existait, et il y a un moment qui est clé dans l'histoire des sciences et des techniques, on l'appelle le Sputnik Moment. Le 4 octobre 1957, l'URSS envoie le premier satellite artificiel. Et je vais le dire trivialement, c'est une claque pour les Américains. Ike Eisenhower, qui est le président alors, réagit, il y a 2 messages. Le premier, ça veut dire que l'URSS est capable de faire des missiles intercontinentaux et donc de mettre les États-Unis sous le feu atomique. Et le deuxième, le leadership technique américain est fortement questionné. Et donc, en réaction, il va créer une agence très atypique. C'est l'ARPA. C'est une agence qui est sur le budget du département de la Défense, donc du Pentagone, mais qui va avoir une grande liberté d'action pour aller faire de la recherche
avancer. L'objectif, ce n'est pas des militaires qui vont dire « on a ce problème-là, trouvez-nous une solution ». C'est des gens qui vont recevoir des fonds du budget de l'armée, mais qui vont échapper à la lourdeur bureaucratique et technocratique du Pentagone. Et plus encore, Ike Eisenhower est quelqu'un qui avait beaucoup travaillé sur le concept de complexe militaro-industriel, donc elle est assez indépendante. Et comme l'informatique est quelque chose qui devient fondamental, très rapidement, 4 ans après, on crée une branche de cette ARPA qui s'appelle l'IPTO. Et l'IPTO, c'est vraiment quelque chose alors, de peu connu, mais c'est presque une explosion cambrienne de l'histoire de l'informatique. Elle va avoir la chance d'être dirigée pendant 10 ans par 4 grandes figures, dont la première est Gisèle Leclerc. C'est quelqu'un qui est un visionnaire. Voilà, on a mis à la tête de ces agences-là des scientifiques et des gens qui, au-delà même du scientifique, sont des visionnaires. Je partagerai, quand l'IHP mettra la vidéo en ligne, certains textes, certaines vidéos que je citerai. C'est quelqu'un qui écrit dès 1960 un texte qui s'appelle le Man-Computer Symbiosis. Quand on le relit aujourd'hui, c'est quasiment programmatique. C'est la feuille de route de ce que deviendra notre informatique. Et dans les choix qui sont faits, dès le départ, le premier, et c'est aussi un message que je trouve intéressant, c'est de se focaliser sur l'éducation. Voilà, l'IPTO va financer la naissance de départements de computer science ou le développement de computer science dans énormément d'universités prestigieuses US, que ce soit le MIT, Stanford, l'UC Berkeley, Carnegie Mellon. Voilà, cette conscience de si on veut avancer dans un secteur, il faut commencer à former des gens à ce secteur-là. Deuxième aspect dans l'héritage conséquent de l'IPTO, c'est le financement de toutes les recherches sur le time sharing. Alors ça ne parlera pas à beaucoup de gens, mais en fait, c'est les éléments qui font nos operating systems modernes. Donc on initie les operating systems modernes, et un élément quintessentiel, et là c'est vraiment intéressant, on a souvent à l'esprit l'image d'une informatique des années 50, 60, préhistorique. On va se rendre compte qu'énormément de ce qui fait notre informatique moderne a été initié à ce moment-là. Et une des visions, c'était celle d'une interface homme-machine, de systèmes interactifs avec des interfaces graphiques, et ils vont financer énormément ces développements-là, et vous verrez que nos machines, dès la fin des années 60, on avait les paradigmes d'interaction qui étaient créés, qui étaient présents. Autre enjeu qui est très à la mode aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. On est sur le premier printemps de l'IA, et on considère que sa date de naissance, c'est la conférence de Dartmouth en 1956, initiée par non moins que Claude Shannon, John McCarthy et Marvin Minsky. Ils vont financer les travaux de cette période-là. Un des héritages les plus connus, les plus impactants, c'est ARPANET. L'ancêtre d'Internet a été créé par l'IPTO. Petite parenthèse, oui, c'est financé par des fonds militaires, mais ce n'est pas un réseau militaire. L'objectif, c'était d'interconnecter tous les laboratoires de recherche qui bossaient pour l'ARPA, pour fluidifier les échanges. Et on va le dire trivialement, on est à la fin des années 60, Reagan, gouverneur de Californie, envoie la garde nationale à Berkeley. Il était hors de question pour les généraux du Pentagone de partager un réseau avec des beatniks de la côte ouest. Donc ce n'est pas un réseau militaire, même s'il est financé sur des fonds militaires. Et on arrive au point qui nous intéresse, qui est celui de la 3D. Pourquoi, dans ce cadre-là, s'intéresser à la 3D au début des années 60 ? Un des usages potentiels de la 3D, c'est les simulateurs, et principalement les simulateurs de vol. Apprendre à piloter, mettre en place des procédures, valider des choses, c'est coûteux et c'est dangereux. Si on peut les simuler virtuellement grâce à de la 3D temps réel, c'est un énorme gain. Et le deuxième, qui est un élément qui va changer complètement la façon de fabriquer et de concevoir des systèmes industriels, c'est la conception assistée par ordinateur. L'idée, c'est, au lieu d'avoir une planche à dessin, alors d'abord en 2D puis après en 3D, on va modéliser les objets qu'on veut fabriquer, on va aller jusqu'à les tester, utiliser des calculs par éléments finis pour voir comment ils résistent, comment la chaleur se propage à l'intérieur, etc., et aller même jusqu'à la fabrication. Donc c'est vraiment les deux moteurs du développement de la 3D et du financement de la 3D par l'IPTO. Et on se focalisera beaucoup sur un laboratoire qui est vraiment un lieu séminal de cette 3D-là, qui est le laboratoire de l'Université de l'Utah, créé par David Evans. Et avant d'attaquer la 3D, je voulais revenir sur un aspect intéressant de cette évaluation par les politiques du financement de la recherche et du retour sur investissement de la recherche. Comme je vous le disais, l'IPTO avait une énorme, et l'ARPA en général, avait une énorme liberté d'action.
la bureaucratie était légère, les processus de prise de décision étaient courts, et c'était des scientifiques qui étaient à la manœuvre. Par contre, ils œuvraient publiquement, c'est-à-dire que c'était publié, les budgets n'étaient pas enfouis au fin fond des budgets du Pentagone, contrairement à certains programmes de recherche relativement proches de la pseudoscience que pouvait avoir le Pentagone ou la CIA à cette époque, je pense par exemple à MKUltra. Et on a, voilà, je vais le dire trivialement, mais le sénateur Mansfield, dès le début des années 110, réagit d'une façon qu'on pourrait caricaturer comme « mais c'est quoi cet argent public et cet argent de l'armée qui est dépensé par des savants fous et sur lequel on n'a pas de retour sur investissement ?» Donc, en 1973, l'amendement Mansfield signe la fin de la partie. On revient à des processus où il va falloir systématiquement justifier de l'intérêt militaire des choses. Et pour symboliser ça, on rajoute un D à ARPA. Ça devient la DARPA, le D étant pour défense. Donc, et à côté de ça, on estime que sur ces 10 années, c'est environ, en tenant compte de l'inflation, 70 millions de dollars qui ont été dépensés par l'IPTO chaque année. Et chacun de ces dollars a eu un retour sur investissement colossal. Une grande partie de ce qu'est la puissance US dans les technologies de l'information depuis 20-30 ans est issue de ces gens-là. À commencer évidemment par ARPANET qui est devenu Internet, mais ça concerne les systèmes d'exploitation, les interfaces aux machines. Voilà. On a peut-être un des retours sur investissement en recherche appliquée les plus conséquents de cette recherche avancée à l'époque-là. Et donc, voilà, c'est un message que je trouve intéressant à faire passer. La capacité des politiques et des décideurs d'analyser le retour sur investissement d'une recherche poussée n'est pas toujours évidente. On va revenir un petit peu à nos enjeux de 3D et sur ce message que je vous fais passer où, très souvent, la réalité de cette informatique à cette époque-là est très loin de ce qu'on en fantasme. On a deux exemples là, qu'on verra en vidéo à la fin de la présentation. À votre gauche, vous avez Sketchpad 63, Ivan Sutherland, qui est un nom qui va revenir très 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 souvent, thèse encadrée par non moins que Claude Shannon, qui a encadré très très peu de thèses. Il crée le premier système interactif. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur une machine avec laquelle on va communiquer par des cartes perforées. On a un écran, on a un stylet, on va pouvoir dessiner des choses, on a une vraie interface aux machines, temps réel. Donc dès 1963, et c'est une des thèses qui est considérée comme contenant le plus d'innovation. En soi, presque chaque chapitre de la thèse pourrait être une thèse en soi, donc mon mot un peu clé. Et le même Ivan Sutherland, qui après se retrouve à Harvard avec un de ses étudiants, Bob Sproul, crée le premier casque de VR. Et le premier casque de VR, c'est 68, c'est plus vieux que moi. Voilà, encore un exemple de choses bien plus anciennes qu'on peut le penser. De la même manière, dans des choses financées par l'IPTO, décembre 68, un événement qui a marqué tous ceux qui étaient présents dans la salle à San Francisco quand la présentation a été faite. J'en connais certains, ils ne s'en sont pas remis 60 ans après. Douglas Ankelberg du SRI, qui est une antenne de Stanford, présente le Online System. Et là, tout à coup, les gens sont téléportés 20 ans après. On a un système avec une interface utilisateur graphique, on a une souris, on a des pointeurs, on a un système de fenêtrage, on a la possibilité de faire des copier-coller. C'est les travaux qui seront repris par le Palo Alto Research Center et qui deviendront grand public en 1984 avec le Macintosh. Là, c'est là dès 1968. Donc, voilà, on est loin de la vision préhistorique qu'on peut avoir. Et maintenant, on va vraiment rentrer dans la 3D. Je vais vous proposer de se placer un petit peu dans la tête d'un chercheur qui a pour mission, au début des années 60, de créer un ordinateur qui sache faire de la 3D. Quels sont les problèmes les principaux problèmes auxquels il va devoir se confronter? Il y en a un qui est classique dès qu'on fait de l'informatique, c'est comment représenter de façon abstraite et numérique les choses dans la machine. Comment créer une représentation abstraite du monde. Et pour aborder cette question-là, je vais faire un petit détour par la 2D qui en général est plus connue, parce qu'on retrouve les deux mêmes grandes familles d'approches en 2D et en 3D. Voilà. En 2D, on va avoir une approche descriptive. On va avoir des primitives mathématiques relativement simples, des lignes, des choses comme ça, allant jusqu'aux courbes de Bézier, un autre français qui mériterait une conférence à lui tout seul. L'énorme avantage qu'on a avec cette approche-là, c'est que ce qu'on a à modéliser est continu. On peut zoomer à l'infini, on aura toujours une continuité des choses. L'inconvénient, c'est qu'il y a un coût mathématique à manipuler ces entités un petit peu complexes. L'autre approche, c'est... Petit problème, voilà. L'autre approche, c'est de discrétiser l'espace. On va prendre des pixels, à partir d'une certaine densité de pixels et d'une certaine distance, on aura une impression de continuité, mais par contre,
Dès qu'on se met à zoomer, à un moment, on va perdre la continuité, on va voir les pixels apparaître. On a exactement les mêmes deux grandes familles. Alors évidemment, il y a plein de variantes après, mais on a les mêmes deux grandes familles en 3D. L'approche descriptive, qui est celle la plus utilisée dans la conception assistée par ordinateur, on a une continuité des choses. Quand vous avez vocation à fabriquer un objet, bien entendu, imaginez que ça va piloter une machine à commande numérique, vous avez intérêt à connaître la position dans l'espace de l'outil de partout. Donc on a une continuité des surfaces, et même en jeu, on a ce phénomène, on peut zoomer à l'infini. Par contre, on manipule des objets mathématiques qui sont, en termes de coût informatique, beaucoup plus lourds que dans l'approche de discrétisation. L'approche approximative, qui est celle qu'on connaît le plus et qu'on utilise le plus, nos jeux vidéo, etc., s'appuient en général là-dessus. On va approximer la surface qu'on veut représenter par une triangulation. On va avoir une quantité de triangles et on se rend compte, alors au-delà de l'esthétique, l'œil humain va assez rapidement détecter la vanité en haut et le lapin, même dans la version très 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 low polygone, on voit que c'est un lapin. L'avantage de ça, c'est que c'est extrêmement léger en termes de calcul. Un triangle, c'est une entité mathématique assez simple, on a les coordonnées dans l'espace de ses sommets, ça se gère facilement et c'est une des raisons qui fait que en dehors du monde de la CAO, ça reste quand même l'approche la plus utilisée. Après, il y a des sous-variantes, on ne rentrera évidemment pas dans ces détails-là. Petite chose, en fait, quand on parle, voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je fais de la 3D, en fait, c'est un gros abus de langage. La 3D, c'est une virtualité numérique dans la machine. On fait des projections bidimensionnelles d'une virtualité tridimensionnelle. On va concrétiser, matérialiser ce qui est représenté de façon abstraite dans la machine sur un plan, qui est une image, et même si on fait du relief, on va faire ça pour l'œil droit et pour l'œil gauche, mais on va vraiment faire une projection. Et comme souvent, on va se rendre compte que beaucoup de problèmes qui ont été rencontrés, c'est des problèmes assez anciens qu'ont rencontrés les peintres. On est sur des enjeux de perspective. Là, les deux images que vous en avez une, c'est un manuel de perspective, je crois, du 18e, et l'autre, c'est un article de la CMC Graph présentant les choses. On est vraiment sur les mêmes représentations, et donc sur des enjeux qui sont là depuis assez longtemps. Voilà, là, on rentre dans le Quattrocento italien, la remise des clés à Saint-Pierre par le Perugin. On oublie souvent la Sixtine, c'est pas que Michel-Ange. Il y a de très très belles choses dans la Sixtine qui ne sont pas de Michel-Ange. Et autour de ces enjeux de projection, voilà, encore mathématiquement, c'est assez simple à mettre en œuvre. C'est aussi l'occasion de mettre en place un peu de vocabulaire qu'on entend souvent sans savoir forcément ce que c'est. Cette phase où on va matérialiser la virtualité 3D sur une image, on appelle ça le rendu. Et pour faire ce rendu, on va positionner un observateur dans l'espace, on va lui donner une orientation et un champ de vue. Si on est dans une analogie photographique, ça va être la focale de l'objectif. Et des termes qu'on entend souvent sans forcément comprendre ce que ça sous-entend, c'est le terme rendu précalculé versus temps réel. Si vous êtes John Lasseter, qui est le réalisateur de Toy Story, vous allez placer la caméra virtuelle à un endroit, vous allez choisir votre cadrage. Des ordinateurs vont, et quand je dis des, c'est souvent des render farms, c'est-à-dire plusieurs machines en parallèle, passer des heures pour fabriquer l'image. On a une très belle image, mais la très belle image, elle est gravée une fois pour toutes. On en fait 24 par seconde, on a un film, mais le point de vue est figé, c'est celui qu'a choisi le réalisateur. Dans le temps réel, on va donner l'illusion d'une continuité. En fait, on va recalculer en permanence ce rendu, au moins 25 fois par image, pour donner l'impression, quand on déplace sa caméra, d'avoir changé le point de vue sur la scène. Et tout le challenge des gens qui font de la 3D temps réel, c'est réussir en quelques millisecondes à produire une image qui a un niveau de qualité assez honnête, et ça passe par énormément d'astuces, énormément d'optimisation, énormément de rigueur. Donc, on a trouvé des façons de représenter le monde virtuellement, on sait fabriquer des images, je passe dessus, mais on sait les manipuler, c'est-à-dire les déplacer dans l'espace, faire des homothéties ou des rotations. Alors la rotation a longtemps coûté cher parce qu'elle implique beaucoup de multiplications. C'est des produits matriciels avec plein de multiplications. C'était un des freins à l'usage de la 3D, mais là encore, c'est des maths relativement triviales. Autre petit souci qu'on a, c'est la notion de face cachée. Si l'objet est plein, normalement, il y a des arêtes qu'on ne devrait pas voir. Et là, on est vraiment dans des enjeux d'algorithmique pure et dure, et on pourrait faire une conf d'une heure rien que sur l'histoire de ces algorithmes-là. Je vous en ai donné quelques-uns, c'est plus pour voir la densité. Quasiment tous les ans, tous les 2 ans, on a des évolutions qui sont faites pour ce genre de choses. En soi, ce n'est pas très intéressant à vulgariser. Par contre, il y a un aspect qui est fondamental quand on est dans le rapport à la perception du relief, et qu'on oublie souvent. Voilà, la perspective seule ne suffit pas. C'est la lumière qui nous permet de voir
le modeler des choses. Un exemple, et encore là j'ai mis une équateur, si j'ai une sphère virtuelle que je projette sur mon plan, ben, je ne vais pas savoir si c'est une sphère ou si c'est un disque, à moins qu'elle interagisse avec la lumière. Là, on n'a plus de doute sur le fait que ce soit une sphère parce qu'elle a interagi avec la lumière. Et donc, tout un travail a été fait pour réussir à faire interagir ces objets virtuels avec la lumière, pour gérer plusieurs caractéristiques de la lumière. Alors, ce que les peintres et les photographes appellent le modelé, les ombres, les lumières spéculaires, les ombres portées, etc. etc. La capacité de faire interagir ce monde virtuel avec la lumière a été un des grands challenges. Et là encore, ben, on retrouve des enjeux qui ont été ceux des peintres. J'ai pris en exemple la Ronde de nuit, évidemment, de Rembrandt, qu'on peut voir à Amsterdam. Et là, on va avoir un tout petit peu de mathématiques assez simple. Le gros avantage de ces choses-là, je disais que c'est souvent des vieilles mathématiques et même de la vieille physique. On a la loi de Lambert, qui date du XVIIIe, qui va nous permettre de calculer le niveau d'éclairage d'une surface. Et d'une façon relativement simple, c'est une proportionnalité entre le cosinus de l'angle entre la direction de la lumière et la normale de la surface. Donc il faut savoir calculer une normale. Et là, on voit quand même une petite chose intéressante quand vous faisiez le parallèle entre les approches approximatives et les approches descriptives. Calculer la normale de cette surface en rouge, ce n'est pas des maths extrêmement compliquées, mais ça demande certains calculs. Par contre, trouver le plan tangent à un plan, c'est trivial. Donc sur des triangles, on va pouvoir très facilement calculer la normale, et à partir de cette normale-là, on va pouvoir éclairer les choses. On rentre aussi un peu dans des enjeux de vocabulaire. La lumière dite spéculaire, la lumière spéculaire, c'est cette jolie tache blanche qu'on voit là. C'est un cas aux limites, en fait, où l'objet va se comporter comme un miroir. Et c'est vraiment très sensible. En fait, il faut que la normale soit la bisectrice de l'angle entre la lumière et l'observateur. Et dès qu'on s'en éloigne un petit peu, ça s'atténue très fortement. Et ça fait partie des choses qui sont presque câblées dans notre cerveau. Voilà, notre cerveau a une sensibilité à cette présence de lumière spéculaire qui va lui permettre de mieux sentir la profondeur et le modeler des choses. Donc, c'est tranquille. On prend notre objet, on calcule sur chaque facette son niveau d'éclairage en appliquant la loi de Lambert, et on a un objet qui est éclairé. Alors, il l'est, mais par contre, les facettes nous sautent à la figure. Et elles nous sautent à la figure. Il ne faut pas croire que les arêtes sont construites. Les arêtes, c'est une illusion d'optique. C'est un phénomène de perception qu'on appelle les bandes de Mach. En fait, quand on a des discontinuités de niveau d'éclairage, notre cerveau va fabriquer artificiellement un trait un petit peu plus sombre d'un côté, un trait un peu plus clair de l'autre, et va nous donner l'impression d'une frontière entre les choses. Donc, on a accentué les éléments, et va apparaître un premier Français qui va, durant sa thèse dans le laboratoire de Sutherland à l'université de l'Utah, Henri Gouraud, va avoir l'idée de créer une illusion, de gérer les choses pour enlever cette sensation de discontinuité et lisser les éléments. Son idée, c'est de calculer l'éclairage au sommet du maillage et ensuite de faire des interpolations, donc de créer un dégradé. Et pour illustrer sa thèse, il décide d'immortaliser sa femme Sylvie Gouraud, qu'on voit en haut. Alors à l'époque, la modélisation, ce n'était pas interactif. Il dessine le maillage sur son visage, photo de face, photo de profil, coordonnées dans l'espace. Ça nous donne la version qui est à droite. Et évidemment, la géométrie des deux est exactement la même. C'est là où on voit tout l'intérêt de l'astuce. Il n'y a pas plus de polygones ici que là. Mais en jouant sur la lumière, on a cette impression d'une surface lisse et continue qui n'existe pas. C'est un des grands principes en 3D. On fait souvent des illusions. On donne la perception d'eux, mais la géométrie est exactement la même. Donc là, pour la première fois, on allait vers un rendu réaliste des choses. Et une petite page d'histoire, Henri avait eu la gentillesse. C'est le moment où il a prototypé son idée. Il avait fait sur une hémisphère, sorti sur un Polaroid, et c'est avec ça qu'il a réussi à convaincre son directeur de thèse, Ivan Sutherland, de pousser les choses un petit peu plus loin. La limite de l'approche d'Henri, l'approche de Gouraud, elle est très légère en calcul. Par contre, les lumières spéculaires, comme c'est un cas aux limites, les chances qu'on tombe pile poil là où il faut sont assez faibles. Donc ça ne va pas forcément permettre facilement d'avoir les lumières spéculaires. Et arrive une deuxième personnalité liée à la France, Fong. Alors Fong, c'est son prénom. Ça fait partie, je ne prononcerai pas son nom de famille, ça fait partie des rares personnes qui ont un algo nommé à partir de leur prénom. Il naît à Hanoï à l'époque de l'Indochine française, en 1942.
Sa famille, en 1954, fuit le Nord pour s'installer au Sud. Il a une éducation française. Il vient en France pour faire son diplôme d'ingénieur. Il part à l'université de l'Utah pour faire sa thèse très rapidement, thèse très rapide parce qu'il se sait atteindre d'une leucémie. Et leucémie, beaucoup de gens considèrent qu'elle est liée à l'épandage de l'agent orange au Vietnam. Et il décédera à 32 ans, alors même qu'il venait d'obtenir un poste de professeur à Stanford. Et l'idée de Fong, pour justement s'en sortir avec ces spéculaires, c'est de se dire, voilà, nos facettes, elles sont censées approximer une surface continue. Donc si on interpolait les normales, en fait, il va recréer une géométrie sous-jacente qui n'existe pas. Et on va calculer la normale pixel par pixel, ce qui fait que là, les cas de figure où on risque de tomber pile poil sur la lumière spéculaire, on va forcément les avoir. Et on le voit, alors je vais passer le tort en grand, là on a vraiment des belles lumières spéculaires qui se baladent là où il faut. Algo un petit peu plus vorace en ressources de calcul que celui de Gouraud, mais on avait franchi encore un pas dans les choses. Et on va se rendre compte que le monde de la 3D aime bien des objets un petit peu iconiques. Alors on avait eu le visage de Sylvie Gouraud qui, quand elle va sur des conférences internationales, est un petit peu la star. Tous les étudiants veulent se photographier à côté de Sylvie Gouraud. De la même façon, il y a la coccinelle d'Ivan Sutherland. Et là encore, on voit que les modélisations, on fait le maillage à la main, et puis on va mesurer les choses à la pointe. Ça donne la version fil de fer, la version en flat shading, et la version éclairée derrière. C'est un des premiers objets industriels un petit peu complexes qui a été représenté en 3D, et on est au tout début des années 70. Donc là, ça y est, on sait modéliser les choses, on sait les manipuler, on sait les projeter, et on sait les faire interagir avec la lumière de façon relativement réaliste. Donc on est, dès le début des années 70, sur un réalisme minimal, mais un réalisme quand même. Cependant, il manque quelque chose de fondamental. Et ce quelque chose vient du fait que le monde qui nous entoure n'est pas lisse. Voilà, cette surface de bois que je pourrais considérer en première approximation comme lisse, en fait, elle ne l'est pas et elle va interagir à un niveau très bas de dimension avec la lumière. Et ça, on ne va pas pouvoir aller le chercher avec la géométrie. On ne va pas pouvoir démultiplier le nombre de triangles quasiment à l'infini pour avoir ces interactions-là. Et la grande idée pour obtenir un rendu de bois, de métal brossé, de tissu, de grains de peau, c'est la texture. On va appliquer sur nos modèles une texture qui va donner cette illusion-là. Et là encore, on retrouve un vrai problème à l'envers. Je pense que tout le monde a conscience du problème de comment faire une planisphère à partir d'une sphère. On va déformer, mais là on déforme à l'envers. C'est-à-dire que l'écorché que vous voyez là est déformé pour qu'une fois appliqué sur le volume, il devienne efficace et joli. Et ce pas qui est franchi, là encore, dès le début des années 110, ce pas franchi, on va retrouver encore un objet iconique qui servait d'affiche à la conférence, qui est la théière de l'Utah. On a deux thésards de l'Utah qui vont travailler sur ces choses-là, Newell et Bing. On va appliquer des textures, on va trouver la façon de trouver des traitements mathématiques qui vont permettre de faire cette application de texture-là. Et cette théière est venue vraiment iconique. On la trouve en version géante à Dublin, on la trouve offerte en prix, en récompense sur la CM SIGGRAPH. Et même sans aller très loin, on n'est pas sur des textures avancées, tout le monde sera d'accord que la version qui est à votre droite est beaucoup plus fine que la version qui est à gauche. Et sur ce principe-là d'appliquer des textures, on a développé ça de plein de façons différentes. Voilà, là, c'est des textures, on applique vraiment une image. Et je vais en choisir une parce que pour moi, elle est vraiment symbolique de la façon dont on travaille en 3D. Je paraphrase souvent Cocteau en disant que nous faisons des mensonges qui disent la vérité. Voilà. Dans l'image, vous avez ici un scan numérique d'une sculpture assez dense, 4 millions de triangles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mémoriser ces triangles-là, la géométrie de ces triangles-là, en stockant dans une image l'orientation de la normale de ces triangles. Les composantes rouge, vert, bleu vont plus être des composantes de couleur, mais de direction, d'angle, des choses. Donc on a mémorisé dans l'image la géométrie, on va décimer d'une façon quand même assez conséquente, on passe de 4 millions à 500 triangles seulement, mais par contre, quand on va faire le rendu, on va tenir compte, pour calculer l'éclairage, des informations qu'on a stockées
dans le normal mapping. Et donc, in fine, on a un objet très pauvre, seulement 500 triangles, mais qui va prendre la lumière comme s'il était riche. Et ça, c'est vraiment une des clés d'énormément de travaux qu'on fait en 3D, c'est donner l'illusion de la richesse sur ce qui en fait est assez léger, et ce qui va permettre évidemment, quels que soient les progrès de nos machines, on pousse les choses, voilà, chaque progrès des machines, on pousse le réalisme qu'on cherche, et donc on est toujours dans ce genre d'astuce assez élégante de garder ici la trace d'une géométrie qui n'est plus là. Et des usages des textures, il y en a énormément, au-delà même de ça, voilà, il y a énormément de choses que je pourrais aborder, mais on n'aura pas le temps dans le temps qui nous est imparti là-dessus. Le lancer de rayons, ce qu'on appelle le ray tracing, où là, l'approche, on va utiliser de la simulation. On ne va plus travailler au niveau local comme on l'a fait là, on va prendre la scène globalement et on va simuler les lois de l'optique pour faire le rendu. Beaucoup plus coûteux en rendu, mais plus réaliste. L'anti-grenelage qui est un enjeu simplement comment, quand on discrétise une image, donner cette illusion de continuité dans les choses, les enjeux d'animation, de déformation, de NURBS. Voilà, je ne les aborde pas, mais je ne peux que vous inviter d'aller voir l'exposition qui est là jusqu'au 21 mars, que ce soit vous ou vos familles. Elle est faite pour les jeunes publics. Il y a de la médiation, et de la médiation, je tiens à le saluer, qui est remarquablement faite par les médiateurs de la Maison Poincaré. Donc n'hésitez pas à aller voir l'exposition. Voilà, donc là, je boucle un petit peu les quelques petits éléments de base de la 3D, mais l'air de rien, avec tout ce qu'on a vu, on peut déjà faire des images qui sont assez impressionnantes. Statiques, on n'a pas vu comment les animer, mais on a déjà de la belle image de synthèse, comme on disait à une certaine époque. Et je veux revenir sur cette notion que je trouve très intéressante de lieux séminaux dans l'histoire des sciences. Voilà, il y a des laboratoires, il y a des équipes où on a une concentration à un moment de gens qui changent la donne. Et donc, c'est ce laboratoire créé par David Evans et qu'avait rejoint Ivan Sutherland, deux grandes figures mythiques. Et on va voir que le nombre de personnes et le nombre de papiers qui ont été faits dans ce labo est assez incroyable. David Evans est mort à la fin des années 90, à 74 ans, relativement jeune. Alors, petit particularisme, hein, l'université étant basée à l'Utah, on a une surreprésentation statistique des Mormons dans les papiers fondamentaux de la 3D. Et Ivan Sutherland, c'est un peu le Godfather, mais pas simplement de la 3D. C'est quelqu'un qui a un parcours incroyable. Il fait sa thèse, il resterait au panthéon de l'histoire des computer science juste avec sa thèse. Il a dirigé l'IPTO pendant 2 ans, il crée le département de computer science de Caltech, il va être un des pionniers de ce qu'on appelle les VLSI, c'est-à-dire la capacité de faire des circuits à haut niveau d'intégration, des circuits intégrés. Il va travailler sur le parallel computing, il va travailler sur les circuits asynchrones, il va travailler sur la robotique à Carnegie Mellon, mais en même temps, il crée avec David Evans, une des conditions qu'il avait données à David Evans quand il est venu à l'université, c'est de dire je veux qu'on crée une entreprise qui travaillera en synergie avec le laboratoire pour valoriser nos travaux et pour avoir vraiment ce challenge de la monétisation. Donc c'est aussi un créateur d'entreprise. Il en créera une deuxième dans les années 80 qui sera revendue à Sun et qui deviendra le département de recherche et développement de Sun. Il ira à Berkeley. Il a évidemment le prix Turing dont je vous parlais au départ, le Tokyo Prize. Il a écrit un super papier que je vous partagerai qui s'appelle « Technologie et courage » que toute personne bossant dans la tech devrait lire parce que ça dit énormément de choses. Et au-delà de ça, aujourd'hui, il a 87 ans. Il a monté il y a moins d'une dizaine d'années avec sa femme un laboratoire à Portland qui travaille sur les circuits asynchrones et il est toujours actif. Voilà, c'est quelqu'un qui est toujours actif à cet âge-là. Esprit brillant, très généreux, toujours ouvert sur l'accueil des jeunes chercheurs. Ça fait partie des références du milieu. Et pour revenir un petit peu sur ce labo, c'est une concentration exceptionnelle de talents. L'ACM SIGGRAPH, pour ses 25 ans, avait fait une recension des papiers les plus importants du domaine. 40% de ces papiers étaient issus de ce labo. Et sur les 40%, je pense qu'il y en a 30 qui étaient issus de la toute première génération des thésards, ceux qui sont passés entre 69 et 75 sous Sutherland. Et c'est aussi ce modèle de synergie entreprise
mais entreprise dirigée par les mêmes scientifiques en plus. Alors on pourrait dire qu'il y a du copinage et qu'il y a des conflits d'intérêts, mais l'air de rien, ça a été un moteur très très fort de développement des choses. Henri Gouroum avait eu la gentillesse de me prêter quelques photos. De fait, voilà, la vieille blague, un labo ne vaut que la qualité de ses fêtes. Et il y avait une grande proximité entre le corps enseignant, qui était fait de gens extrêmement brillants, que ce soit les permanents que les visiteurs, et les étudiants et les thésards. Voilà, c'est un lieu d'émulation et de création. Et pour faire un petit tour des grandes figures qui sont sorties de là, les noms ne vous diront pas grand-chose, mais quand je vous parlais des entreprises qu'ils ont pu créer ou de leurs héritages, vous allez voir que c'est un peu plus parlant. John Warnock, qui est un des premiers PhD sur justement le traitement des faces cachées, sera le cofondateur d'Adobe. Je pense que beaucoup d'entre vous ont utilisé Photoshop ou ce genre de logiciel. C'est un ancien de l'équipe. Alan Kay, moins connu, mais quintessentiel. Alors Alan Kay, pré-Turing lui aussi. Il partira comme beaucoup de gens au moment où l'ARPA devient DARPA. Beaucoup vont fuir la recherche universitaire pour aller vers de la recherche privée. Une grande partie se retrouveront au Palo Alto Research Center, qui est aussi un lieu mythique de l'invention de l'informatique moderne, où il créera Smalltalk, un des premiers langages orientés objets, et tout le paradigme d'interface homme-machine graphique qu'on retrouvera en 84 sur le Macintosh. Voilà, c'est la suite d'Engelbert. Fong, j'en ai déjà parlé, Henri, j'en ai déjà parlé. James Clark, quelqu'un qui va travailler énormément sur les accélérations matérielles. Voilà, quand on est en informatique face à des choses qui sont coûteuses en termes de logiciels, on va faire ce qu'on appelle câbler les choses, c'est-à-dire on va, avec des portes logiques dans le silicium, faire en sorte que le calcul puisse se faire très très rapidement. Et il sera le cofondateur d'une entreprise qui aujourd'hui est beaucoup moins connue, mais qui a été centrale à tous ceux qui ont fait de la 3D. Il y a dans la salle quelques personnes qui ont beaucoup travaillé sur des Silicon Graphics. Voilà, c'est le cofondateur de Silicon Graphics. Et aussi le cofondateur de Netscape, un des premiers browsers web grand public. Alors ça plaît beaucoup aux Américains, il y a énormément de grandes fortunes dans ces gens-là, au-delà de ce genre de choses. Ed Catmull sera un des pionniers de l'animation, vous verrez des petits éléments vidéo, et j'en mettrai quand la vidéo sera publiée en version intégrale. C'est le cofondateur de Pixar, et suite au rachat de Pixar par Disney, il a été président de Disney Animation, prix Turing lui aussi. Deux personnes qui sont restées plus dans le pan universitaire, Fred Park et Henry Fuchs, mais qui ont été les pionniers de la VR, les pionniers des accélérations matérielles, des architectures de ce que sont les cartes graphiques modernes, des pédagogues exceptionnels, des gens qui ont écrit des ouvrages. Voilà, on a ces 40%, et c'est intéressant de se rendre compte que dans l'histoire, il peut y avoir des lieux où on va retrouver ces concentrations-là d'individus et de personnes. Quelques petits repères chronologiques. Alors évidemment, les dates ne sont pas gravées dans le marbre. J'ai pris par période de 5 ans. Et là, je parle vraiment des usages. Je ne suis plus dans la recherche, je suis vraiment dans les usages des choses. Dès la première moitié des années 110, on va voir le marché des simulateurs de vol. Alors là, principalement pour les militaires, l'avionique commence à s'y intéresser un tout petit peu. Visualisation scientifique, visualisation médicale, et début de la CAO, et là je parle de CAO appliquée. Et pas simplement aux États-Unis. Je parlais de Pierre Bézet. Pierre Bézet chez Renault, dès le début des années 70 avec Unisurf, fait des logiciels qui sont des logiciels de CAO. Ils ne sont pas utilisés en prod large, mais on est vraiment dans de l'expérimentation chez les industriels. On n'est plus chez les labos. La décennie suivante, on commence à voir de l'échelle de la CAO qui se développe à grande échelle. Alors quand je dis grande échelle, ce n'est pas le petit architecte naval du coin. C'est l'aérospatial, c'est l'automobile, mais on commence à investir assez lourdement dans ce genre de choses. On commence à voir certaines pièces qui sont fabriquées en utilisant de la CAO. Les premiers usages cinématographiques, je vous montrerai des choses. Alors un exemple connu, c'est dans Star Wars, mais on commence à se dire, tiens, ces choses-là pourraient servir pour autre chose que de la simulation, de la CAO, pour de l'entertainment ou de l'art. Beaucoup de laboratoires et d'entreprises impliquées commencent à faire des synergies avec des artistes, et vraiment, on est vraiment dans de l'art contemporain, voilà, des gens qui vont explorer le potentiel de ces nouveaux médiums pour fabriquer des images différentes, et ça fait un lien aussi avec l'entertainment. Première moitié des années 80, là, on a vraiment la CAO et la CFAO qui devient incontournable, on investit énormément sur ce genre de choses, mais on commence aussi à voir une montée en puissance des films avec des effets spéciaux numériques, s'appuyant sur ces machines-là. Et on voit apparaître des accélérations matérielles qui vont permettre
de rendre beaucoup plus faisable ce qui était très difficile précédemment. L'exemple type, c'est Silicon Graphics, voilà, on atteint un niveau de densité dans les semi-conducteurs suffisant pour câbler de plus en plus de fonctions et donc rendre, alors on n'est pas sur du grand public, hein, on est là sur des machines où le ticket d'entrée était de plusieurs dizaines de milliers d'euros sur le bas de gamme, ce qui va faire la grande ère des stations de travail 3D, et aussi sur la deuxième moitié des années 80, on voit apparaître des logiciels qui, eux, sont pensés pour les usages entertainment. On sort du côté purement industriel, purement simulateur de vol. On a des entreprises qui font des logiciels pour créer des films d'animation, des images de synthèse, alors souvent, à l'époque, relativement courtes, on est plutôt sur des pubs ou des choses de ce type-là. Et ça devient un phénomène très, très médiatisé. En France, on parlait beaucoup des nouvelles images. On a des revues qui se spécialisent là-dedans. On aura, quelques années après, Imagina, à Monaco, qui était le grand salon international de ces nouvelles images. Canal+ fera des émissions dédiées. On a vraiment une explosion. Voilà. Ça peut sembler aujourd'hui banal, mais c'est un moment où on commence à s'intéresser fortement à ça. Et les années 90-2000, c'est la grande explosion. Énormément de films ont des effets numériques. On voit apparaître des films d'animation, des longs métrages d'animation comme Toy Story, entièrement en images de synthèse, qui en plus ont des succès. Un phénomène très intéressant, c'est le jeu vidéo qui s'approprie la 3D temps réel. Et là, on a un effet de balancier intéressant, c'est-à-dire que la 3D temps réel a été pensée et créée pour des usages plutôt militaires et industriels. Le monde de l'entertainment se l'approprie. Ça permet une démocratisation des technologies et des coûts des choses. Et on aura ensuite, dans les années 2000, un retour où c'est l'industrie qui s'appropriera les technologies du jeu vidéo qui ont été démocratisées par le jeu vidéo. Et on voit apparaître aussi quelque chose qui est beaucoup médiatisé aujourd'hui pour un usage autre que le graphisme, c'est le concept de GPU. Alors, on parle beaucoup de GPU aujourd'hui autour du machine learning, des LLM et de l'intelligence artificielle, mais à la base, on pourrait assimiler ça à des ordinateurs massivement parallèles faits pour créer des images, et ça commence à apparaître à ce moment-là, et c'est poussé par le marché du jeu vidéo. Alors c'est bien de parler, c'est bien de montrer des photos, mais c'est aussi intéressant d'avoir quelques images. Alors comme je le disais, hein, je mettrai les liens sur les vidéos en entier. Voilà, je vous parlais de Sketchpad, on va commencer par Sketchpad en 62. Alors ceux qui sont de la génération qui a vécu le plan informatique pour tous se viendront des TO7. On est avec un stylet et on va pouvoir placer à l'écran. Toute l'interface sur machine est purement graphique. On va avoir des menus, on va pouvoir sélectionner des éléments et on est en 62. C'est colossal. Et c'est en avance d'une vingtaine d'années sur ce que seront les usages plus grand public. Bon, la machine qui est derrière, par contre, est un monstre, hein, le TX2 qui donnera naissance au PDP-1. Je parlais du premier cas de réalité virtuelle. Alors, on s'est nommé l'épée de Damoclès, et voilà ce qu'on avait dans le champ visuel. C'est pas grand-chose, mais on est déjà... alors là, c'est plus que de la réalité virtuelle, c'est de la réalité mixte. Animation, 4 mules. Vous allez voir une première main animée. Alors, pour modéliser, là, ils avaient fait une empreinte en plâtre. On allait, avec un palmer, prendre les coordonnées dans l'espace de chaque point du maillage. Ça a donné le modèle en fil de fer qui est là. Et ce modèle bouge. Voilà, on a les débuts de l'animation, c'est 72. Et c'est pas pour rien, hein, c'est Cadmus qui est derrière, qui sera le fondateur de Pixar. Pareil, visage, 74. On va avoir un visage paramétrique avec du lip sync. Là, il n'y a pas le son, mais il parlera. Et on le retrouvera même dans un clip de Miley Cyrus en 2013. Le premier usage, alors là, c'est assez amusant en fait. Le premier film dans lequel on a de l'image de synthèse, c'est pas un film à fort budget, c'est un film presque de série B, c'était la suite de Westworld, petit budget, mais ils vont récupérer les travaux des chercheurs pour les intégrer dans le film. Voilà, c'est avant Star Wars, et le coût, ça a été rien du tout, quoi. Ils ont donné un petit ticket au laboratoire pour utiliser ce genre de choses. Et on termine sur Evans et Sutherland, donc la co-entreprise en parallèle avec le labo, où on est sur des enjeux de simulateurs de vol. Là, par exemple, simuler un appontage, c'est quand même moins risqué que de faire un appontage pour la première fois de sa vie. Pareil, animation faciale, la fameuse théière en version animée. Voilà un petit peu des maths relativement simples, encore une fois. Hein. Bon, je ne sais pas si c'était pour la vidéo. Les disquettes 8 pouces, qui sont encore plus grosses que les 5 pouces 1/4. Mais on faisait, dès les années 70, des choses extrêmement impressionnantes avec ce genre de choses. Voilà, on s'approche de la conclusion. Alors, pour ceux qui s'intéressent à ces histoires-là, je recommande vraiment le livre de Pierre Hénon, qui est un ouvrage dédié à
cette aventure-là, dans son pan français et dans son pan plus, il y a un peu de travail de recherche, mais beaucoup appliqué des choses. Et il y a dans la salle, il y a quelques personnes qui sont citées dans ce livre. Beaucoup d'illustrations, très chouette bouquin. Voilà, si vous avez un intérêt pour ce monde de la 3D, je vous invite à le lire. Je vous remercie pour votre attention et on aura le temps. Oui, j'ai tenu à peu près les 3 quarts d'heure prévus, donc on a le temps pour des échanges avec le public s'il y a des questions. Merci à vous tous.